Et donc, je vous présente Christian Merlin. Est-ce utile de vous présenter Christian Merlin? Peut-être tout le monde ne connaît pas son visage, mais tout le monde connaît sa voix et sa parole et ses analyses joyeuses et savantes. Il y a toujours une joie dans la communication du savoir par Christian Merlin. C'est quand même pas banal, mais ça vaut mieux quand il s'agit de musique, n'est-ce pas, mon cher Christian? Tu es d'abord universitaire et tu es professeur à l'université de Lille. Alors en fait, plus depuis un certain temps, depuis que la radio a pris une telle ampleur dans ma vie. Alors on reste universitaire toute sa vie, voilà. mais tu ne l'es plus, alors tu l'as mis entre parenthèses. Oui. Oui, dans ta multi-activité, tu en as, exact, tu en as mis une de côté. Limites. Et donc tu es évidemment un grand producteur de radio, ça on le sait. Et puis, parmi toutes tes autres activités, il y a celle de critique musicale, que nous connaissons aussi. Et il y a un auteur, et notamment l'auteur de la biographie de Pierre Boulez, qui fait maintenant autorité chez Fayard, et que je vous recommande beaucoup. C'est un tour de force, voilà. Et je ne pensais pas que c'était facile à faire et possible. Facile, certainement pas, mais possible, eh ben, tu l'as montré. Et je te donne la parole tout de suite. Ton intervention s'intitule « L'opposition à Boulez entre ressentiment personnel et contestation d'un modèle ». Merci infiniment, Pierre-Michel et Nicolas, pour votre invitation déjà. Bonjour, mesdames, messieurs. Honneur et émotion pour moi de me retrouver dans cette salle où, il y a 42 ans, quand j'étais en Cagne à côté, un peu plus haut, au lycée Louis-le-Grand, il m'arrivait de descendre la rue Saint-Jacques pour aller entendre un certain Pierre B. Parler cette année-là de la notion de thème en musique. Je me souviens notamment d'une séance où il avait comparé Brahms à Attila, en expliquant qu'une fois que Brahms s'était emparé d'un thème et le faisait varier, à la fin, il ne restait plus aucune combinaison possible, car il en avait exploité toutes les possibilités. Alors, vaste sujet. Je pense que moi aussi, je vais être très sacrificiel. J'ai bien aimé le mot, Pierre-Michel, parce qu'il est intraitable en une demi-heure, mais je vais essayer de le synthétiser, stimulé par l'art exceptionnel de la synthèse qu'on connaît chez Laurent Bell. Laurent avait 3 parties, moi j'en aurais 4. Opposition esthétique, opposition institutionnelle, lutte de pouvoir et querelle idéologique. Il faut dire une chose peut-être au tout début qui va donner la clé pour entrer dans le sujet, c'est que Pierre Boulez était un combattant fondamentalement. Et qui dit combattant dit à un moment ou l'autre logique de camp. Camp à choisir, on est pour ou contre. Et très tôt, sa personnalité et son action ont cristallisé des oppositions très fortes. Je vais remonter un peu dans le temps, hors du créneau temporel choisi pour ce colloque, mais comme l'a fait Laurent aussi, je pense que c'est utile de remonter parfois à certains antécédents. La première pierre d'achoppement de l'opposition très virulente qu'a pu susciter Pierre Boulez, c'est le domaine esthétique. On dirait que Pierre Boulez a provoqué des réactions extrêmement fortes, et ce, assez tôt, même quand il n'était pas encore très connu. Alors, réaction contre quoi? Réaction d'abord contre un état d'esprit radical, je dirais. Par exemple, quand Pierre Boulez, avec le préfet Dubois, qui était un allié essentiel du domaine musical pour se rapprocher d'éventuels financeurs et pour trouver sa place dans le paysage musical, ils sont allés voir Jean Berthoin, qui était ministre de l'Éducation dans le cabinet Mendes France, et pour demander éventuellement des subventions. La réponse a été la suivante: que voulez-vous, vos programmes sont par trop révolutionnaires, et la France, messieurs, c'est le pays de la mesure. Alors ça se distingue déjà un point de rupture. Boulez n'a rien à faire du juste milieu. Le milieu qu'on estime juste, disait-il toujours, il est dans un engagement qui est très fort. Et de cette entrevue va naître certainement
la frilosité plutôt l'hostilité qu'il aura toujours envers la frilosité des fonctionnaires et des services de l'État. Et d'ailleurs, le domaine musical se tournera vers des financements privés. Mais la réaction, elle est aussi et avant tout esthétique. Et là, dans ces années d'après-guerre, il y a un point sur lequel tout s'articule pratiquement, c'est le rapport à la tonalité. Très vite, Pierre Boulez s'attire l'hostilité d'une génération de compositeurs dont beaucoup avaient commencé leur activité déjà avant-guerre et que lui estimait être le reflet d'une certaine qualité française, mais il le disait plutôt avec mépris et ironie, qui passait précisément par une musique consonante, mesurée dans le sens qui fait preuve d'esprit de mesure. Certains d'entre eux s'étaient réunis au sein d'une association officieuse qui s'appelait Musiciens français d'expression harmonique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça suggère quelque chose. Ce sont des gens comme Henri Barrault, Pierre Capdevielle, Tony Aubin, autant dire qu'ils n'intéressaient absolument pas à Boulez, qui les considérait comme, aujourd'hui on dirait ringard, en tout cas qui les considérait comme réactionnaires et relevant du passé. Il y avait même un comité national de la musique qui a longtemps été présidé par Jacques Chaillet, alors grand universitaire, fondateur de la musicologie à la Sorbonne, mais aussi compositeur, mais quelqu'un d'extrêmement conservateur et qui a très vite été hostile à la direction que Boulez essayait de donner à la vie musicale. Et ça, ça se jouait beaucoup sur la question de la tonalité. Je vous ai mis tout en haut cette citation d'Ernest Ansermet « On ne peut échapper à la loi tonale puisqu'elle est celle de l'oreille ». Alors là, c'est très intéressant. Ça nous mènerait évidemment beaucoup trop loin, comme ce serait le sujet d'un autre colloque, même carrément, mais qui est qu'on reproche aux musiciens qui se réclament soit du sérialisme, soit du dodécaphonisme, de nier les lois de la résonance, de la résonance naturelle. Donc vous voyez que là, ça se cristallise tout de même sur un plan, j'allais dire musical, sur un plan de langage musical. Mais évidemment, ça se traduit très vite par des débats et par des échanges d'amabilité, car à partir du moment où Boulez fait ses concerts, les critiques viennent à ces concerts. Et là, la critique très vite se divise en deux camps. Il y a ceux qui sont soit favorables, soit bienveillants ou ouverts. Il y a Claude Rostand, par exemple, Marcel Schneider, évidemment le jeune Claude Samuel, Jean Côté à France Soir. Et puis, il y a les hostiles. Jean Mistler, par exemple, dans l'Aurore. Et surtout, Bernard Gavotti, le critique du Figaro, sous l'impulsion de qui Le Figaro devient, donc un de mes lointains prédécesseurs, Le Figaro devient le porte-étendard de la lutte anti-Boulez et anti-domaine musical. Je vous ai mis cette citation de Bernard Gavotti dans Le Figaro en 1958. La musique de M. Boulez assassine l'oreille, hébète l'esprit et n'évoque, bien qu'on la proclame admirablement conforme à la règle d'un jeu nouveau, aucune architecture perceptible et harmonieuse. Je ne la trouve pas le moins du monde révolutionnaire, mais au contraire d'un inquiétant conformisme à d'affreux modèles, et pour tout dire, déjà bien démodés. Donc voilà à peu près, je dirais, le moment de bascule où on sent qu'il y a clairement deux camps. Cette hostilité esthétique, voire idéologique, mais ça on en parlera plus tard, s'accompagne évidemment aussi de considérations personnelles. Il y a une forme parfois de mépris, parfois presque de haine. Et puis alors, il faut voir aussi comment Boulez et ses amis parlent de leurs ennemis. Pour vous donner, juste rester avec l'exemple de Bernard Gavotti, qui signait Clarendon dans Le Figaro. Boulez l'appelait Clairon Dindon et Jean-Louis Barrault l'appelait Glaviotti. Voilà,
juste pour vous donner une idée à peu près de l'ambiance. Mais il faut dire que Bernard Gavotti était un titulaire du prix de Rome, organiste, élève de Louis Vierne, et pour lui, il était tout simplement impossible d'adhérer à cette nouvelle musique. Le fait que, dans mon titre, j'ai fait allusion à la possibilité qu'il y ait des considérations personnelles, en plus des considérations philosophiques ou esthétiques. On en a certains exemples dès cette époque, par exemple avec André Jolivet. Là, typiquement, il y a une sorte d'entrecroisement, puisque on connaît tous, je pense, l'exemple de la fâcherie avec André Jolivet, avec là encore des calembours, le fameux Joli navet, etc. Alors là, c'est encore autre chose, car Boulez et Jolivet avaient été proches. Et même dans les premières années musicales de Pierre Boulez, il y a très clairement une influence de Jolivet, qu'il a d'ailleurs beaucoup gommé en réécrivant ses œuvres des années après 1945 pour précisément atténuer ces restes d'influence de Jolivet, parce qu'il n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde esthétique. Mais il se trouve qu'il y a eu en plus des considérations personnelles. Par exemple, en 1958, Jolivet essaye d'intervenir auprès de la Commission des Beaux-Arts pour qu'elle ne donne pas suite à une demande de subvention du domaine musical pour l'exposition universelle de Bruxelles. C'est là que Boulez écrit le Joli navet. Non, de manière moins anecdotique, ce qui est important de noter, c'est que, outre le rejet d'un langage musical qui irait à l'encontre de lois considérées comme naturelles, hein, je le précise bien, ça c'est très clair dans la citation d'Ernest Ansermet, il y a chez tous ces compositeurs et ces musiciens et critiques une réaction contre ce qui est considéré comme, et tout de suite vilipendé, comme un intellectualisme froid, asséchant. Le sérialisme est perçu à l'époque comme une pure spéculation mathématique dénuée de l'émotion. Et là, je vous ai mis une phrase de Marcel Landowski qui sera plus tard que 1954 aussi l'adversaire et l'opposant principal à Pierre Boulez, mais cette fois dans la conquête de l'institution. Là, on en reste au niveau esthétique et presque philosophique. Ils veulent tuer leurs âmes. Tout ceci est symptomatique et pas nouveau du tout d'un état d'esprit d'orgueil de l'homme devant la création. Il faut nier tout divin, tout absolu. Il faut connaître, analyser, découvrir, chercher. Il n'y a qu'une seule question que l'on oublie de se poser, qu'y a-t-il à trouver ? Boulez, évidemment, balaye d'un revers de main très tôt ce reproche d'intellectualisme en disant ce qu'il dit là, pour la dernière citation de cette page, le reproche d'intellectualisme se fonde mal, car il part d'une compréhension erronée, quand elle n'est pas pimentée de mauvaise foi, du rôle interpénétré de la sensibilité et de l'intelligence dans toute création. Et un peu plus tard, un peu plus loin dans ce texte, il dit « N'oublions pas qu'en musique, l'expression est liée très intrinsèquement au langage, à la technique même du langage. » On voit là qu'il y a un énorme malentendu, en fait, hein, qui est que, évidemment, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais Boulez n'a jamais rejeté la notion d'émotion, de même qu'il n'a jamais, ô combien, rejeté la notion d'absolu. Philippe Albera et Gabriela en savent un morceau là-dessus, puisqu'au contraire, c'était quelqu'un qui avait une vision presque métaphysique de la musique, sauf que pour ses opposants de l'époque, eh bien, dès que l'on fait appel à la fonction cérébrale, c'est forcément froid, desséchant, stérile et au détriment de l'émotion. Évidemment, les adversaires ont beau jeu de montrer que toute musique s'analyse et que toute musique est le fruit d'un travail intellectuel, y compris la rêverie de Schumann. Il y a des exemples célèbres de ces débats-là. Alors ça, c'est une première chose, à mon avis, qui est cruciale pour comprendre comment sont nées au début les oppositions à Boulez. C'était l'impression vraiment d'être agressé et presque menacé dans les fondements de ce qui, pour cette génération-là, avait fait toute l'histoire de la musique jusqu'à eux, entre guillemets. Alors,
Cette opposition prend un autre tour avec le temps, même si, évidemment, on ne peut pas séparer ces niveaux-là, un tour plus institutionnel. Avec, alors Laurent en a abondamment et très très bien parlé, la grande question de comment se positionner par rapport à l'institution. Et on a bien vu avec l'intervention de Laurent Bell que Pierre Boulez a évolué sur ce plan-là et que le domaine musical est plutôt un groupe, disons, franc-tireur. Se pose très tôt la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux subventions? Est-ce qu'on en demande? Est-ce qu'on ne demande pas? Est-ce qu'on préfère rester indépendant, mais alors travailler avec très peu de moyens? Ou est-ce que ce ne serait pas le rôle de l'État de soutenir aussi la jeune création avant-gardiste? Et là, Jésus Aguila, dans son livre de référence sur le domaine musical, cite ce que le directeur des Beaux-Arts répond quand le domaine musical demande une subvention. Vous l'avez sous les yeux, ce monsieur nous engueule à longueur d'année et nous demande une subvention refusée. Alors là, il y a quelque chose peut-être à encore préciser, même si Laurent l'a tellement bien dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas une opposition fondamentale de Pierre Boulez à l'institution, pas du tout. Il y a à cette époque-là une opposition parce qu'il estime que l'institution ne fait pas son travail et ne défend pas la jeune création. En revanche, ce n'est pas du tout le fantasme de Pierre Boulez d'être un franc-tireur et d'être, comme il disait, dans l'underground. Il le formule, celle-là je ne l'ai pas mise sur cette diapositive, je vais vous la lire quand même. Je cite Boulez, « On n'est pas valable parce qu'on est dans l'underground. Il y a aussi beaucoup de ratés dans l'underground, qui n'ont pas pu maîtriser les problèmes professionnels et sont restés des amateurs. Ces gens-là resteront malgré tout dans l'ombre, se croiront peut-être victimes d'injustice, ou encore se croiront des chercheurs tellement profonds qu'ils ne sont pas atteints par le public. Mais ce sont là des consolations qu'il se donne. » Voilà. Donc il est impitoyable pour le côté poète maudit qui se croit génial mais pas reconnu. Il n'exclut pas du tout de travailler avec l'institution. Et de fait, Laurent a fait allusion à la rupture avec Malraux. Elle n'est pas immédiate du tout. Au début, Boulez croit vraiment à la sincérité de Malraux, qui lui dit « Je ne ferai jamais rien sans vous ». Je ne vais pas raconter toute l'histoire avec Landowski, mais je vous donne juste un exemple révélateur. En 1965, un compositeur, disciple de Boulez, Jean-Claude Eloi, publie une tribune anti-Malraux. Boulez ne se solidarise pas avec Eloi. Il reste un soutien de Malraux car il croit vraiment qu'ils vont arriver à quelque chose. Finalement, c'est Landowski qui l'emporte, et là, c'est très intéressant sur le plan de ma thématique ici, le côté institutionnel. Est-ce que ce sont les idées de Landowski qui l'emportent parce que Malraux préférerait une conception plus traditionnelle, plus conservatrice de la musique qu'une conception plus moderniste? Je ne crois pas. Visiblement, ce qui l'emporte, c'est que Landowski est un fonctionnaire habitué au rouage de l'administration publique, des cabinets ministériels. Il sait comment ça marche. Et il sait à qui s'adresser, déposer un dossier et aller de cabinet en cabinet pour suivre son affaire. Alors Boulez est à l'extérieur malgré tout. Il a des relais, bien sûr. Laurent citait Gaëtan Picon et Émile Biasini qui le soutiennent, mais visiblement, le travail se fait de manière plus orthodoxe du côté Landowski, qui suit la voie hiérarchique. Et donc là, il y a un côté, disons que le choix de Landowski par Malraux, c'est plutôt, j'ai l'impression, le choix de l'orthodoxie, l'orthodoxie administrative. C'est aussi le choix de la décentralisation, car le projet de Landowski est fondamentalement décentralisateur, et dès cette époque, on reproche un peu à Boulez d'être trop parisien, et c'est ce que vous voyez dans la deuxième citation. C'est Landowski qui s'exprime comme cela à propos de Boulez, qu'il définit comme une politique élitiste parisienne d'un exceptionnel niveau sans doute, mais en faveur d'une tendance érigée en avant-garde, etc. Bon, vous connaissez très bien ces enjeux-là.
Pourtant, Boulez essaye vraiment de sensibiliser Malraux à cette époque-là. Par exemple, il lui écrit très clairement, là on est en 66, l'année où il perd finalement la partie au profit de Landowski, mais il essaye encore d'accéder à Malraux. Voilà ce qu'il lui écrit. Finalement, il s'agit d'un choix fondamental entre un conservatisme rétrograde, borné, et l'espoir d'une culture musicale audacieuse, rajeunie. Il serait navrant pour moi qu'à l'heure de cette option décisive, nous ne soyons pas du même côté. Voilà, la grande déception, c'est qu'effectivement, finalement, Malraux choisit Landowski. Pic de Boulez aussi, qui avait des oppositions radicales, comme je vous les montre, mais qui avait du répondant aussi, comme l'a rappelé Laurent, et qui écrit au ministre « Cette personnalité de M. Landowski est déjà fort peu réjouissante », et il ajoute « Je suppose bien que vous ne seriez jamais arrivé à l'idée de confier la peinture à M. Lorjou ». Alors Bernard Lorjou était un peintre, on pourrait dire un petit maître d'une certaine manière, et qui prenait une peinture figurative. Donc là, c'est très très intéressant parce qu'il fait le parallèle en fait entre la musique, qu'elle soit atonale, sérielle, dodécaphonique, peu importe, on va dire nouvelle d'une manière générale, et la peinture abstraite. Or, il sait très bien que Malraux avait des goûts plutôt en avance et plutôt moderniste. Donc là, il considère qu'il s'est contredit. Alors, grosse déception. Pourquoi je dis non à Malraux? Il décrète qu'il fait grève désormais pour tout ce qui est institution française. Et c'est là que Bernard Gavotti, dans le Figaro, se livre à une sorte d'analyse psychologico-politique de Boulez, qui est très très bien écrite, parce que on peut ne pas être d'accord avec lui, et je le suis rarement, mais c'était une plume, Bernard Gavotti. Pierre Boulez pourfend sans relâche les institutions et les hommes, il persiste à se dire dégoûté de la France et des macros qui y déshonorent la musique. Il y a là, je crois, le fait d'un réflexe de nature, muet en habitude, elle-même dégénérée en calcul. Dans ces conditions, le recours habituel à l'insulte devient à la longue un moyen conscient et efficace d'atteindre son but, d'intimider les faibles en les séduisant et de faire parler de soi, admirable machine de propagande. Alors ça, c'est encore c'est une belle plume polémique. Il y a des articles parfois vraiment limites. Quelques années avant, quand Boulez s'installe en Allemagne, il y a des articles au relent germanophobe. On n'est pas si loin après la fin de la guerre, ou dans Combat, par exemple, Jean Hamon dit « Adieu donc, Herr Boulez, et faites-vous naturaliser pendant que vous y êtes ». Là, on sent un ressentiment très fort. Je crois que je n'ai même pas besoin de commenter la dernière citation de Pierre Boulez, parce qu'elle va tout à fait dans le sens de ce que Laurent décrivait tout à l'heure. Sa réponse, quand on l'accuse de monopoliser tous les leviers d'action, lui répond cela. On m'a très souvent traité de dictateur. C'est un point de vue qui sent à plein nez son petit bourgeois en mal d'ascension sociale. En réalité, au lieu d'ambition, d'hégémonie, de dictature, c'est d'une espèce de mission qu'on se sent investi, liée à la capacité d'atteindre des objectifs qui ne sont pas personnels, mais d'intérêt général et public. Seulement voilà, il y a des enjeux de pouvoir. Et ce sera le troisième moment de cet exposé. Là, je cite une conversation, pardon Laurent, mais Laurent qui s'est vu répondre par le directeur de la musique d'alors, Maurice Fleuret, lorsque Laurent est devenu directeur de l'IRCAM. Avec Pierre Boulez, on est soit son ennemi, soit son esclave. Je vois que vous avez choisi. Petite amertume là-dedans. Pourquoi ces luttes de pouvoir? Eh bien parce que dans la période qui nous intéresse, dans ce colloque, nous arrivons à un moment où l'État-providence joue un rôle considérable dans tous les domaines, y compris la promotion de la culture, des arts et donc de la musique. Il y a la possibilité de faire des choses. Et c'est là, effectivement, que Pierre Boulez fonde ses institutions, l'IRCAM et l'ensemble intercontemporain. Eh bien, très tôt, la résistance s'organise. Et alors là, vous allez voir, elle s'organise de différentes manières et à différents niveaux. On retrouve
les Landowski, Chaillet, Gavotti, on va dire, lorsque Landowski, alors qu'il n'est plus directeur de la musique au ministère en 1975, mais directeur des affaires culturelles de la ville de Paris, essaye de fonder un festival de printemps pour faire pendant au festival d'automne, trop moderniste pour lui. Il est soutenu par un ex-boulésien apostat, Antoine Goléa, et c'est là que Gavotti exulte. Nous voilà sortis du ghetto où depuis 20 ans la musique de notre temps se dessèche. Enfin la juste part faite aux trouvailles et non seulement à la sacro-sainte recherche. Vous voyez encore une fois cette haine presque de la recherche. Landowski essaye d'autres contrefeux aussi en soutenant une initiative musicale, Musique Plus. C'est un groupe qui revendique une diversité esthétique avec des gens comme François Bell, Ivo Malek, d'anciens du domaine musical comme Jean-Claude Eloi, justement. Mais aucun n'arrive vraiment à s'imposer parce que tout converge vers l'IRCAM. Même les festivals de musique contemporaine, souvent dirigés par des critiques musicaux, Royan avec Claude Samuel, Journée de musique contemporaine de Paris avec Maurice Fleuret, n'ont pas un modèle très facile à administrer, à gérer. Le modèle économique, déjà, n'est pas forcément viable. Et alors, c'est là qu'il se passe un phénomène intéressant. Le paysage de la musique contemporaine était assez éclaté, atomisé, entre des ensembles, mais qui vivotaient, qui bricolaient, très bien certains, musique vivante, Diego Masson, 2E2M, avec Paul Méfano, mais cette fois, on voit qu'avec l'IRCAM et l'intercontemporain, on a une institution, cette fois, solide et qui est capable de mener un travail continu. Et là arrive une autre opposition, qui n'est plus l'opposition disons l'opposition issue de la tradition tonale, consonante, appelez ça comme vous voulez, mais une opposition qui vient des modernes même. Si on parle d'anciens et de modernes, jusqu'ici c'était les anciens qui étaient anti-Boulez, commence à se manifester dans ces années 75, 80, eh bien les modernes qui s'estiment exclus du système. Alors il y a essentiellement Yanis Xenakis. Moi, je n'ai jamais trouvé de traces de réelle fâcherie avérée entre Boulez et Xenakis. Ils se sont toujours observés, un peu comme le violoncelliste Pierre Stroche disait, deux grands fauves qui se reniflent mais qui n'osent pas attaquer. Mais néanmoins, il y a rivalité, car Xenakis a aussi son centre de recherche, le CEMAMU, avec un ordinateur de composition, l'UPIC, qui va être en fait défait, pas remplacé, mais qui ne va pas l'emporter contre la force de frappe de l'IRCAM et de la machine 4X. Et là, on commence à voir, arriver au début des années 80, des tribunes très virulentes dans la presse de personnes que l'on pourrait supposer proches de Pierre Boulez. Alors c'est Xenakis, c'est Jean-Claude Eloi, vous l'avez ici, je resterai dans la résistance tant que la forteresse ne sera pas démantelée. Il y a parfois même des propos de nature presque complotiste. Il parle d'une direction de la musique bis, de caractère plus ou moins occulte venant de l'IRCAM Boulez. Donc vous avez ces accusations-là. Là encore, Boulez répond comme il sait le faire. Je suis en train de m'enrouer, pardon. Oui, la réponse de Boulez à une longue lettre de Jean-Claude Eloi et à ses tribunes dans la presse. Ne jouez donc pas les martyrs, Jean-Claude, vous êtes tout au plus un enfant gâté bourgeoisement entretenu. N'essayez pas de camoufler la mauvaise conscience que vous en avez sous une colère artificielle et vaine. L'IRCAM pourra très bien continuer son travail sans votre appui, même moral. Donc voilà le genre d'échange que l'on pouvait avoir à l'époque. Vous voyez qu'on savait écrire quand même, même pour s'engueuler. Xenakis est rejoint par Harry Albrecht, un musicologue, critique musical, qui
n'est pas forcément défavorable à Boulez, mais qui défend d'autres esthétiques contemporaines, pas issues du dodécaphonisme. Il défend Xenakis, bien sûr, mais aussi Maurice Ohana, Giacinto Scelsi, Horacio Radulescu. Cela s'accompagne en même temps d'une critique sur le plan politique et économique. Le député RPR Pierre Bas, par exemple, en 1982, dénonce le coût disproportionné de l'IRCAM. En 1985, un référé de la Cour des comptes, célèbre, qui dénonce une absence de contrôle sans tutelle véritable. On retrouve vraiment là le débat institutionnel, et c'est là qu'arrive essentiellement le reproche de vouloir exercer un pouvoir. Vous le voyez ici avec la phrase de Jean-Paul Aron dans Les Modernes. Il y a précisément chez Pierre Boulez, sous prétexte de croisade esthétique, une fringale de pouvoir rarement présentée avant lui par les musiciens. Cette opposition entre Boulez et l'institution va culminer, Laurent y a fait allusion, à partir de 1989 et grosso modo jusqu'en 1993 dans l'énorme accrochage avec Michel Schneider, directeur de la musique alors, qui, pour la première fois, revendique ses prérogatives et refuse ce qui avait été accordé à Boulez par Pompidou et confirmé par Chirac et confirmé par Mitterrand, qui est une sorte d'indépendance par rapport à la direction de la musique. Jean Maheu disait, qui a été président du Centre Pompidou, entre autres, et de Radio France, disait de Boulez, il a construit son empire aux frontières de l'appareil d'État. Et ça, Michel Schneider ne le supporte pas. Et pour la première fois, il lui répond de manière assez insolente, très insolente même, ce qui va le mettre très en colère, parce que Boulez s'inquiète de l'avancement très lent du projet de Cité de la musique. Voilà. Et alors ça, non, je ne l'ai pas mise, alors je vais juste vous en lire un petit extrait de Michel Schneider. Je conçois mal à quel titre vous exprimez vos critiques et votre mise en garde. Sans doute est-ce en tant qu'utilisateur, pour une part et selon des modalités non encore arrêtées, de l'un des équipements de ce projet, la salle de concert, que vous intervenez. Mais en ce cas, vous conviendrez que ma direction ne puisse décemment obtempérer aux desiderata de chaque partie intéressée, si prestigieuse soit-elle. Alors c'est évidemment très très insolent. Il lui dit en gros, mais à quel titre m'écrivez-vous ? Je ne crois pas qu'on vous ait confié une mission officielle de préfiguration du projet de Cité de la musique. Réduire Pierre Boulez à un utilisateur, il va répondre, évidemment. Vous vous faites une étrange idée, à mon tour d'employer ces termes, et de l'administration et de l'utilisateur, comme si l'administration, monopolisant vertu, sagesse, clairvoyance et denier, octroyait fonctions et espaces à des utilisateurs qui n'auraient qu'à se tenir tranquilles. Comme conception, cela me paraît étriqué, mesquin et fondamentalement faux. Et il lui reproche même sa langue de bois administrative qui, sous prétexte de bonne gestion et de service public, paralyse les initiatives et tend à niveler à une médiocrité très moyenne les têtes qui dépassent. Alors vous voyez, ici, on a vraiment la cristallisation de cette opposition entre une orthodoxie du service public et la réclamation d'une liberté pour faire fonctionner ce qu'il a créé. Et ça, c'est ce qu'il dit à la toute fin. Ça va tout à fait dans le sens de ce que nous montrait et rappelait Laurent tout à l'heure. Les structures à elles seules ne donnent rien. L'institution doit se modeler sur l'homme qui la dirige, comme le vêtement sur notre corps. Voilà. Alors là, j'allais dire, il l'emporte cette fois, puisque Michel Schneider est désavoué par Jacques Lang, alors que c'est Landowski qui avait été nommé finalement par Malraux. Mais 2 ans après avoir été ainsi, non pas limogé, mais avoir démissionné, Michel Schneider écrit un livre, La Comédie de la culture, qui est un pamphlet
alors très anti-moderne, j'allais dire, en général, et puis évidemment, incidemment, très, très anti-Boulez, où il brocarde le snobisme de ceux qui soutiennent cette musique contemporaine qu'il estime déjà dépassée. C'est la première citation que j'ai mise tout en haut de cette diapositive. Et là, je trouve qu'on passe à un autre niveau, juste pour mémoire, pardon. La publication du livre de Michel Schneider est l'occasion de cette fameuse émission Bouillon de culture de Bernard Pivot, 1993, où il y a un accrochage en direct et où Pierre Boulez perd ses nerfs et donne une mauvaise image d'ailleurs de lui-même. Mais ça m'intéresse peut-être à un niveau plus général. J'ai dit le réveil des antimodernes parce que là, nous nous trouvons dans les années 90 et on voit un grand nombre de publications qui vont dans ce même sens. Au même moment, il y a Marc Fumaroli qui fustige lui aussi l'État culturel dans un autre plaidoyer contre la modernité, mais qui part d'un point de vue tout à fait différent, puisque Fumaroli défend le patrimoine plutôt au nom d'une pensée conservatrice, je n'ose dire de droite, alors que Schneider se réclame, lui, des aspirations démocratiques de la gauche, dont il considère qu'elles sont trahies par l'entre-soi des créateurs pro-Boulez qui se partagent le gâteau. Et là où l'on voit qu'on a vraiment un climat favorable à tout cela, c'est 1995, avec la publication de Requiem pour une avant-garde de Benoît Dutertre, qui n'est plus là, malheureusement, pour nous en parler. Un ouvrage qui a déclenché des polémiques, des controverses qui peuvent paraître peut-être un peu dérisoires aujourd'hui, mais qui sont le reflet précisément d'une époque marquée par la critique de la modernité, qui ne vient pas de nulle part. On est en 95, 87, c'est La défaite de la pensée d'Alain Finkielkraut. C'est vraiment le lancement de tout un courant de pensée qui est intéressant parce que on voit qu'il y a un fond idéologique, vraiment, dans ces prises de position. Si vous lisez ce qu'écrit Benoît Dutertre ici, le compositeur de musique contemporaine aborde la technique musicale comme un ordre idéologique. Il rejette l'hypothèse de données physiques et physiologiques de la perception musicale pour n'y voir que le dogme d'une idéologie établie en Occident depuis 3 siècles. Et voilà, on retrouve, toutes choses égales par ailleurs, les critiques de l'après-guerre, qui est que le sérialisme, le dodécaphonisme sont contraires aux lois physiques, naturelles, et que l'on privilégie au contraire, non pas la nature, mais la culture, et avec une idéologie qu'on n'appelait pas encore woke, mais quand je lis ça, ça m'évoque vraiment presque une préfiguration de la critique du wokisme. Et Pierre Michel me fait signe que je suis trop long et j'en suis parfaitement conscient. Je vais donc être sacrificiel et me diriger vers la conclusion, bien sûr, en vous disant surtout que... Alors, cette nouvelle tendance lancée par Dutertre s'accompagne de l'action, puisqu'il rejoint Musique Nouvelle en Liberté, fondée par Marcel Landowski, pour, c'était en tout cas l'idée de départ, défendre toutes les esthétiques, sous-entendu au contraire de Boulez. Laurent nous a montré que penser de cela, mais c'est intéressant parce que là on voit que Dutertre utilise un peu les techniques de l'adversaire. On apprend toujours en regardant comment fait son ennemi. Il publie un livre et ensuite il passe à l'action avec une association de programmation. Non, je dirais, pour vraiment cette fois m'acheminer vers ma conclusion, que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est en quelque sorte à front renversé. Cette idéologie antimoderne culminera d'ailleurs ici même, au Collège de France, avec la célèbre conférence de Jérôme Ducrot le 20 décembre 2012, l'atonalisme et après, car cette fois, on ne critique plus spécialement le sérialisme ou le dodécaphonisme, parce qu'on sait que de toute façon, d'abord, ce sont des notions qui échappent vraiment, si on veut les utiliser de manière rigoureuse, et qu'en plus, elles sont pratiquement mortes depuis 1955. En revanche, on critique d'une manière générale l'atonalisme, ce qui est extrêmement vague, vous me l'accorderez, et ne permet pas vraiment d'avoir une prise. Non, ce qui est intéressant, c'est l'idée d'un front renversé.
c'est que dans les années 50, Boulez est franc-tireur, il titille l'institution, alors que désormais, il représente l'institution. Il s'était élevé contre l'académisme et maintenant, il est critiqué comme représentant l'académisme. Quand il était au conservatoire, il se fait recaler pour, au lieu de composer comme on lui avait demandé, une fugue dans le style de Bach, une fugue dans le style de Bartók. Et maintenant, c'est Jean-François Zigel qui se plaint d'être tancé par son professeur parce qu'il a composé des octaves. Voilà. Alors, au milieu de tout cela, je dirais une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Harry Albrecht, d'ailleurs, intervient après Duterte en disant « Non, non, attendez, ça va trop loin, là. Vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Il y a des tas de compositeurs qui ne sont pas tonaux et qui sont très, très inventifs. » Bref, la réponse, elle est donnée par Boulez une fois de plus, et Laurent l'a évoqué tout à l'heure. On ne forge pas l'histoire de son temps sans prendre parti. Nous assumons nos risques et notre responsabilité. Donc, vous voyez que là, il y a chez Pierre Boulez toujours l'idée que, quoi qu'il arrive, même si on a des oppositions qui viennent de droite, de gauche, des anciens et des modernes, l'essentiel, c'est de suivre sa ligne, en sachant que ça peut faire des dégâts. Mais alors, je conclurai sur une ultime citation de Boulez que j'aime vraiment beaucoup. « Dans notre désir de justice, il y avait bien sûr de l'injustice. Pourquoi pas? Les équilibres de jugement arrivent toujours assez tôt. » Merci beaucoup.